L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? On est en plein cœur des finales NBA, le rythme est fou, et pourtant en ce moment on dirait qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous intéresse, l'intersaison. Et c'est pas juste une intuition, une nouvelle fois vous venez de me le confirmer sur Instagram. Comme chaque dimanche, je vous ai proposé plusieurs thèmes sur le canal, et cette fois, il n'y a même pas eu photo, alors que le sujet que j'avais choisi sur Haliburton a peiné à décoller la semaine dernière, celui sur les Spurs a littéralement explosé le sondage, et c'est même pas une façon de parler, un vrai plébiscite. Vous vouliez qu'on parle de Wemby, de San Antonio, de leur reconstruction, alors ok, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel, si toi aussi, chaque semaine, tu veux choisir les vidéos, tu sais ce qu'il faut faire, viens me suivre sur Insta. Tous les dimanches, je balance plusieurs propositions dans le canal. En fait, je te donne le contrôle. Donc si t'es pas encore abonné, n'attends plus. Viens nous rejoindre, participe au débat et surtout impose ta voix. Mais bref, revenons à nos Spurs. Wembanyama a posé les fondations et maintenant c'est à la franchise de construire autour de lui. Est-ce qu'on mise encore sur la jeunesse en se concentrant sur la draft ou alors est-ce qu'on tente un plus gros trade? Ou peut-être alors qu'il faut essayer d'imaginer un juste milieu entre les deux? Dans cette vidéo, on va se poser les bonnes questions et surtout, on va essayer d'y répondre ensemble. Que doivent faire les Spurs cet été? La saison 2024-2025 des Spurs, c'est un petit peu comme des montagnes russes, sauf qu'on s'est retrouvé beaucoup plus souvent avec la tête à l'envers. Déjà, elle commence dans la stupeur, avec l'annonce du départ forcé de Greg Popovich, victime d'un AVC léger début novembre. Résultat, saison blanche pour le légendaire coach et fin de carrière, en tout cas au coaching, annoncé un petit peu plus tard. Une ère s'est éteinte. Mitch Johnson a dû donc prendre le relais comme ça, sans prévenir, dans des circonstances compliquées. Avec un effectif jeune, un projet en construction et des ambitions à long terme plus qu'immédiates. Et pourtant, malgré les galères, les Spurs ont progressé, avec 34 victoires, soit 9 de plus que la saison précédente. Offensivement, on commence à avoir des bases solides, même si la défense reste un très gros chantier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que Victor Wembanyama était sur le parquet, l'équipe était compétitive. Le problème, c'est qu'il a manqué la fin de saison à cause d'une thrombose à l'épaule. 21 victoires pour 25 défaites avec lui, 13-23 sans lui. La différence est flagrante. À ses côtés, De'Aaron Fox est arrivé en février, et il a très vite montré ce qu'il pouvait apporter. Un vrai deuxième moteur offensif capable de soulager Wemby dans la création. Malheureusement, lui non plus n'a pas fini la saison, touché à la main. Résultat, une équipe prometteuse, mais qui n'a jamais été au complet au bon moment. Et puis, il y a le coup de cœur Stephen Castle aussi, élu rookie de l'année. Il a fini la saison en boulet de canon avec des perfs XXL et une panoplie offensive déjà bien mature. Wemby en 2024, Castle en 2025, les Spurs sont en train de collectionner les jeunes pépites qui, elles-mêmes, enchaînent les trophées. Et du coup, ça en fait des éléments prometteurs pour le GM Brian Wright. Avec ce trio Wemby, Fox, Castle, un Devin Vassell toujours précieux, du cap space, des pics de draft intéressants et un coach désormais installé, les Spurs abordent l'été avec des certitudes et des leviers. L'avenir commence à prendre forme, il est moins flou. Le brouillard s'est levé dans le Texas, même s'il n'y a pas encore de quoi rêver des finales. Et justement, en parlant des finales, actuellement, il y a deux équipes qui s'écharpent au sommet, et c'est le moment parfait pour évoquer notre sponsor du jour, Winamax. Pour l'instant, Indiana mène 2-1, et jusque-là, faut être honnête, personne ne les voyait ici. Pourtant, leur cote pour le titre reste super intéressante, ils ne sont plus qu'à 2 victoires du sacre, et franchement, en misant sur eux maintenant, il y a clairement moyen de se faire un joli billet. Et ça tombe bien, parce que pour l'occasion, en utilisant mon lien, Winamax te propose une offre super stylée. Déjà, si tu cliques dessus, ça soutient la chaîne, et si tu veux m'aider, rien que ça compte. Mais surtout, parce que avec cette offre, t'as tout à gagner et rien à perdre. Et oui, si t'es nouveau sur la plateforme, ton premier pari est remboursé à hauteur de 100 € s'il est perdant. Autrement dit, tu gagnes, c'est jackpot, tu perds, tu retrouves tes 100 balles sous 72 heures. Pas mal, non? Et pour couronner le tout, si au moment de ton premier dépôt, tu ajoutes le code LE6ème, t'auras 10 balles de bonus en freebet pour un autre pari, si tu le souhaites. Comme ça, gratos, et c'est cumulable. Et comme toujours, je vous le rappelle, c'est essentiel, jouer de l'argent comporte des risques. Ne misez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à perdre, ne jouez pas si vous êtes mineur, c'est interdit, et n'imaginez pas une seconde que les paris sportifs peuvent remplacer votre taf. Ça, c'est stupide. Alors si tu sens que ça dérape, que ça
devient flou ou que ça t'isole, fais une pause et fais-toi aider. Y a aucune honte à ça, vraiment, fais pas le débile, ça peut être dangereux. Par contre, si t'as envie de rajouter un peu de piment pour ces finales NBA, que t'es un peu joueur mais que tu sais faire ça avec maturité, y a sûrement un truc à faire avec Indiana sur Winamax. Réfléchis-y au calme, t'as toutes les données. En tout cas, dans cette nouvelle ère que vivent les Spurs en ce moment, un homme est là pour tenir la barre. On l'a dit, le nouveau coach Mitch Johnson. Un nom encore inconnu du grand public il y a quelques mois, propulsé sur le devant de la scène après l'AVC de Pop en novembre dernier. À l'époque, il devient coach intérimaire dans l'urgence, avec zéro préparation et une équipe en reconstruction autour d'un gamin français qui affole déjà les compteurs. Aujourd'hui, il est officiellement confirmé. Pas juste parce qu'il était déjà là, mais surtout parce qu'il incarne la continuité dans un projet profondément Spurs. Johnson, c'est pas un coach débarqué de nulle part, il a fait ses classes dans l'ombre. Les Austin Spurs d'abord, où il est assistant dès 2016 et où il contribue au titre de G-League en 2018. Et puis San Antonio où Pop, progressivement, lui met les clés en main. Summer League, scouting, développement individuel, puis banc NBA, il connaît le système de l'intérieur, il en est un pur produit, et à 38 ans, il devient le 19e coach de l'histoire de la franchise, dans la lignée directe du plus grand d'entre eux, qui lui a tout appris. Mais la vraie question, c'est, est-il vraiment l'homme de la situation? Eh bien, pour répondre à ça, c'est quand même difficile de trancher aujourd'hui. Il a eu des coups durs cette saison, entre des blessures et un effectif bancal, et son bilan reste modeste. Pourtant, dans les coulisses, il a convaincu, par sa sérénité, son éthique de travail et surtout sa proximité avec le groupe. Wembanyama lui-même a déclaré qu'il lui faisait confiance pour grandir dans ce rôle. Et rien que ça, moi je me dis, si t'as la validation de Wemby qui est à la tête du projet, ça signifie pas mal de choses. Les Spurs ont donc fait le pari de la stabilité alors qu'ils auraient pu aller chercher un nom plus clinquant. Dans les rumeurs, j'aimais beaucoup celui de Taylor Jenkins par exemple, qui lui aussi connaît parfaitement le système vu qu'il a été formé à San Antonio. Mais non, ils ont choisi quelqu'un qui connaît les codes, qui partage la vision et qui peut construire dans la durée avec Victor. Reste maintenant à voir ce qu'il proposera en termes de philosophie de jeu, de gestion des jeunes et de capacité à faire passer un cap à cette équipe. Le flambeau est passé, à lui d'écrire la suite. Il a toutes les cartes entre ses mains. Parce que ouais, en ce moment, les Spurs en sont à un carrefour de leur reconstruction. Du coup, pour fixer des objectifs clairs, pour cet été, il faut d'abord fixer un diagnostic de leurs besoins. Et spoiler, il y en a plusieurs. Déjà, la défense, c'est le chantier prioritaire. Quand Wemby n'est pas sur le parquet, de ce côté-là du terrain, à San Antonio, c'est le désert. Le français a beau être un extraterrestre, il ne peut pas tout faire seul, et les chiffres le prouvent. Dès qu'il sort, l'équipe s'effondre. Un simple exemple, sur les 7 line-up ayant joué au moins 100 possessions cette saison, 6 incluent Wembanyama. La seule sans lui est catastrophique offensivement et surtout incapable de contenir qui que ce soit. Le constat fait mal. Il leur faut donc du renfort à l'intérieur, un vrai backup qui peut défendre quand Wemby va souffler. Pas un Biyombo cramé, un Bassi qui ne peut scorer qu'en tip-in, ou un Mamoukelashvili qui ne joue que d'un côté du terrain. Non, il faut un joueur capable de tenir défensivement, de ne pas être un poids mort dans le pick and roll, et idéalement assez technique pour jouer un peu en high-low avec Wemby. Un joueur qui n'oblige pas le coach à prier tous les dieux à chaque minute sans Victor en somme. Zach Collins ne suffisait pas pour faire le job, mais depuis son départ, personne n'a réussi à prendre le relais. Ensuite, l'adresse extérieure. Ça aussi, j'aimerais bien que ça progresse à San Antonio. Wembanyama, Champagny, Barnes et Paul sont les seuls à avoir shooté à 3 points à un niveau au moins correct cette saison. C'est trop peu. Résultat, aucun spacing, aucune menace. C'est problématique quand ton joueur phare est une licorne qui a besoin de place pour s'exprimer. Il faut du tir chez les Spurs, et vite. Enfin, le développement interne, ça aussi ce sera important de pouvoir compter dessus. Sohan doit devenir plus fiable offensivement, moins de 33% à 3 points cette saison et surtout une sélection de tirs très perfectible, notamment dans la zone intermédiaire, ça ne me va pas. Son potentiel à 2-3 ans est énorme, mais pour ça il lui faut un flotteur, un hook, de meilleurs fondamentaux et des armes pour mieux peser. Castle lui a les outils physiques, mais il manque encore de toucher et de technique. Moins de 30% en catch and shoot, un pull-up très irrégulier, on parle d'un gamin qui peut devenir élite des deux côtés du terrain, mais pour l'instant il est trop imprévisible, trop inconstant. Et à côté de ces deux-là, on a un Devin Vassell qui m'a beaucoup déçu cette année. Avant sa blessure, il progressait de saison en saison, mais lors de cette campagne, ses difficultés se sont montrées de façon flagrante. Il est passé de 19 à 16 points par match avec une adresse en chute libre et beaucoup moins de passes décisives. A-t-il vraiment le niveau ou le potentiel pour appartenir définitivement au projet futur des Spurs? C'est une vraie question. Bref, entre un besoin criant de défense, un manque d'adresse extérieure, un trou sur le banc au poste 5 et plusieurs jeunes à faire progresser, San Antonio a du pain sur la planche, mais c'est justement là que tout commence. Fixer les priorités pour construire autour du joyau Wembanyama. Et pour ça, tout peut commencer avec la draft dans quelques semaines. Avec le deuxième choix obtenu récemment à la loterie, les Spurs ont une opportunité en or.
Et si le consensus semble déjà se dessiner autour de Dylan Harper, ce n'est pas uniquement parce qu'il est l'un des prospects les plus hypés de sa classe, c'est surtout parce que le gamin de Rodgers coche énormément de cases, même si son profil ne colle pas parfaitement aux besoins immédiats de l'équipe. Et justement, c'est là que le débat commence à devenir intéressant. Faut-il drafter en fonction du fit ou alors sélectionner le meilleur joueur disponible? Dans ce genre de situation, si vous me connaissez un peu, vous le savez, j'ai tendance à trancher sans hésiter. Prendre Harper, c'est faire le choix du talent, et pour moi, en haut de la draft, c'est exactement ce qu'il faut faire. L'histoire est truffée d'exemples où des équipes ont drafté pour combler un poste plutôt que de miser sur le joueur le plus doué, et la plupart du temps, ça s'est transformé en échec. La vérité, c'est que quand t'es aussi haut dans la draft, tu ne réfléchis pas en fonction du poste, tu prends le gars avec le plus de potentiel star, c'est tout. Et cette année, après Cooper Flagg, le gars avec le plus de potentiel star, c'est clairement Dylan Harper. Le mec, je l'avais bien passé à ma loupe il y a pas longtemps dans un Airball Project, il sort d'une saison à presque 20 points de moyenne, il a une vision de jeu déjà NBA ready, un handle solide, une vraie maîtrise du pick and roll, et surtout une mentalité de patron. Il a impressionné au combine et affiche des mensurations similaires à celles de Dwayne Wade à sa sortie de fac. Tu ne peux pas passer à côté de ça sous prétexte que t'as déjà Castle et Fox, l'avenir c'est le talent. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile d'échanger un joueur qui a de la valeur plutôt que de bricoler avec un pick qui est raté. Surtout qu'aujourd'hui, et ça me réconforte dans mon choix, on pratique de plus en plus un basket sans poste, c'est un basket de rôle, de mission. Un trio Fox, Castle, Harper, si Mitch Johnson arrive à l'utiliser, ça peut devenir ton cauchemar préféré. 3 créateurs, 3 gars capables de scorer, de défendre sur plusieurs positions et de s'adapter à différents tempos. Et dans un contexte où Wembanyama devient le soleil autour duquel tout tourne, il te faut justement un maximum de joueurs intelligents, créatifs, capables de jouer sans ballon, mais aussi de prendre le lead quand Vic est sur le banc. Après, un peu plus loin, il y a aussi le pick 14, et celui-là c'est une autre histoire. Là, on entre dans une zone beaucoup plus floue, on parle d'une draft très musclée au sommet, avec 4 ou 5 premiers choix qui ont un potentiel All-Star, mais ensuite ça se tasse sévèrement. À ce rang-là, les Spurs peuvent espérer un bon role-player, peut-être un titulaire sur le long terme, mais difficilement plus. Ouais, très peu de chances que San Antonio puisse obtenir un game-changer avec ce pick. Après, tu peux tenter un profil comme Rashir Fleming, gros shooter avec du répondant défensif, ou un Carter Bryant, un ailier à la longueur intrigante, mais soyons honnêtes, ce ne sont pas des noms qui font vibrer. Par contre, si t'as envie d'accélérer un petit peu le processus, ce choix 14 peut également servir de monnaie d'échange. Pour Brian Wright, c'est évident, l'essentiel c'est de ne pas se rater avec le pick numéro 2, parce que celui-là il peut transformer toute la trajectoire du projet, et Harper semble pouvoir être l'homme de la situation. Pour le reste, il faudra trancher. Est-ce qu'on continue à construire en interne, ou est-ce qu'on met quelques assets dans la balance pour faire un gros coup? Ça va être la question qui va tourner en boucle sur toutes les lèvres cet été, et même dans les semaines qui arrivent à San Antonio. Surtout que c'est vrai que si on pense gros coup, gros transfert, la tentation est grande. Avec un phénomène comme Wembanyama déjà en place, tout le monde veut accélérer l'horloge, et c'est normal. Surtout que si vous avez suivi mes vidéos récemment, vous savez qu'actuellement il y a de très gros noms sur le marché. Mais justement, je pense qu'il faut y faire gaffe à ces gros noms, et que l'impatience peut être dangereuse. Prenons le cas Kevin Durant. Oui, c'est un des meilleurs scoreurs de l'histoire, oui, c'est un mec qui tourne encore à plus de 26 points de moyenne à bientôt 37 piges. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut à Victor maintenant? Je ne suis pas convaincu. Le fit basket, pourquoi pas? KD, c'est de la taille, du spacing, un joueur qui n'a jamais eu besoin du ballon pendant 15 secondes pour briller, et il répond à beaucoup de cases. Mais le contexte, lui, est beaucoup moins séduisant selon moi. Le mec coûte plus de 50 millions la saison prochaine, il sort d'une campagne où son équipe s'est vautrée, il n'a plus vraiment le luxe d'attendre, il veut gagner maintenant. Est-ce que San Antonio est prêt pour ça? Sincèrement, j'en doute, sans même parler de ses blessures et de son statut de free agent en 2026. Après, à côté de ça parle beaucoup d'Giannis également, et c'est vrai que ça aussi ça fait rêver. L'idée de l'associer à Wemby sur le terrain, en défense notamment, c'est totalement absurde. Deux extraterrestres qui gobent tout, qui couvrent chaque centimètre du parquet, selon un GM de l'Est resté anonyme, les Spurs deviendraient même favoris pour le titre dès l'année prochaine, si ce duo voyait le jour. Peut-être ouais, mais à quel prix? Pour faire venir Giannis, tu lâches quoi? Le pick 2, Castle, Sohan, des pics futurs, ça peut commencer à faire beaucoup. Tu casses ton ADN pour ramener une superstar de 30 ans qui a besoin de gagner tout de suite. Est-ce que t'as ça? Est-ce que tu veux griller les étapes? Est-ce que tu veux brûler tout ce que tu as patiemment construit depuis 2 ans juste pour viser une fenêtre qui pourrait juste durer 2 ou 3 saisons? Moi je suis pas chaud. Sans parler non plus du fait qu'il faudra partager la gonfle, apprendre à jouer ensemble, et ça également ça pourrait freiner le développement de Wemby. Même les noms de Lauri Markkanen ou de Jrue Holiday que j'ai vu circuler dans les rumeurs également posent le même genre de questions. Jrue est un vétéran parfait pour une équipe qui vise le titre, mais pas pour une qui est encore en train d'installer ses fondations. Markkanen de son côté est plus jeune et pourrait coûter cher. Le truc c'est que sur le papier, je ne suis pas vraiment certain qu'il soit la pièce idéale à côté de Wemby. Tout ça pour dire que ouais, les rumeurs sont là, elles sont nombreuses, et vu tous les assets dont San Antonio dispose, c'est assez naturel. Mais pour Brian Wright, vouloir griller les étapes, c'est aussi le meilleur moyen de freiner un projet qui, s'il reste cohérent, peut devenir monstrueux tout seul, naturellement. Wemby a besoin de joueurs qui grandissent avec lui, pas de stars sur le déclin ou en quête de bague express. Le bon timing, c'est pas tout de suite, c'est le meilleur move, c'est parfois la patience. Regardez ce que Sam Presti a fait avec OKC.
Du coup, pour moi, ouais, la meilleure idée c'est de drafter Dylan Harper et de faire des trades plus petits, mais mieux sentis. Pour moi, les Spurs, tout de suite, ils ont pas besoin de superstars, ils ont plutôt besoin de role-players dans des profils précis, et je pense qu'ils ont de quoi les obtenir. Il faut du spacing, de la défense, de la polyvalence, et aussi quelques kilos à mettre dans la peinture. Je me dis que pour ça, a priori, t'as pas besoin de dépouiller la moitié de ton effectif et d'hypothéquer l'avenir. Donc là maintenant, si vous connaissez un petit peu mon travail, vous savez comment j'ai l'habitude de procéder. Ici, je ne vais pas faire de prédictions ni même m'appuyer forcément sur les rumeurs les plus chaudes, non, je vais essayer de faire quelques montages pour vous montrer ce qui est possible à San Antonio. L'idée, c'est de montrer, via ces illustrations, qu'avec un peu de vision, on peut avancer intelligemment sans se précipiter sur un gros nom à la première occasion. Et donc le premier trade qui pourrait me paraître cohérent se ferait avec Brooklyn. Je leur propose Harrison Barnes, un vétéran utile mais qui ne s'inscrit pas sur le long terme et le pick 14 de la draft 2025. En échange, je récupère Cam Johnson et le pick 27. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. Les Nets sont en totale reconstruction et ils ont tout intérêt à cumuler les picks dans la loterie pour cette QV. Ils perdent Johnson qui est bon mais pas intransférable vu qu'il ne s'inscrit pas forcément dans la timeline de Brooklyn. Pour les Nets, récupérer un pick 14 et un joueur avec de l'expérience au contrat expirant mais capable de jouer tout de suite, ça a du sens. Et pour San Antonio, Cam Johnson, c'est exactement ce qu'il faut autour de Wemby et Fox. Un pur 3&D capable d'écarter le jeu, de défendre sur plusieurs postes et qui entre dans la timeline du projet. Surtout qu'en bonus avec le pick 27, ils peuvent essayer d'aller chercher Maxime Reynaud. Un 7-footer français dont j'ai déjà parlé lui aussi dans un Airball Project, il est propre techniquement, bon sur le poste bas et capable d'apporter du scoring en sortie de banc. Défensivement c'est encore perfectible, c'est sûr, mais dans un rôle limité c'est un profil qui peut clairement se développer dans l'environnement Spurs. Par contre ce qui est évident c'est qu'à lui tout seul, il ne suffira pas à combler tous les besoins texans dans la peinture. Voilà pourquoi j'enchaîne avec mon deuxième move, qui lui implique Naz Reid des Timberwolves. Bon, là aussi je me place en mode anticipateur, les rumeurs disent qu'il pourrait refuser sa player option à 15 millions. Et si c'est le cas pour les Spurs, une simple mid-level exception ne suffira pas, je me place donc sur un sign and trade. Reid re-signe à Minnesota et dans la foulée il est envoyé à San Antonio contre Keldon Johnson et un pick 2027, celui d'Atlanta protégé top 10. Je pense que c'est un bon deal pour les Wolves plutôt que de perdre Reid sans contrepartie. Là il récupère un pick intéressant et un Keldon Johnson qui pourrait parfaitement seconder Anthony Edwards en attaque. C'est un joueur fiable, déjà productif, encore jeune et capable d'occuper les postes 2 et 3 là où Minnesota a parfois manqué de solutions. C'est pas non plus faramineux, hein, je le conçois, mais je le répète, si Reid n'active pas son option, va tester le marché et par contre rien, eh ben c'est mieux que rien. Par contre, du côté des Spurs, l'arrivée de Naz Reid, ça peut être une bénédiction. Il est capable de jouer au poste 5, de défendre, de shooter, de prendre le relais de Wemby, voire même de jouer à ses côtés. Il a prouvé qu'il pouvait être clutch et a le profil parfait du backup intérieur ultra fiable, capable même d'être titulaire si besoin. C'est un bosseur, un joueur de caractère et j'aime beaucoup ce qu'il pourrait apporter. Après, si pour lui le prix devait monter trop haut, je garderai un œil sur Gershon Yabusele. Encore un français, mais qui peut être bien plus qu'une simple solution de secours vu la saison qu'il vient de pondre avec Philly. Là déjà, je commence à avoir un roster qui me plaît, mais si je suis totalement honnête, je dois dire que j'ai encore quelques doutes sur l'apport de Vassell dans ce projet. Il a stagné et n'apporte pas vraiment l'apport défensif ni la régularité au tir qu'on attendait de sa part. Alors autant pousser le délire jusqu'au bout, je l'envoie à Nola en compagnie d'un pick swap avec Boston en 2028 en échange de Trey Murphy. Les Pelicans ont beaucoup de monde sur le frontcourt et je pense qu'ils peuvent se permettre de sacrifier Murphy s'ils récupèrent une vraie menace extérieure sur le backcourt, ce qui me semble nécessaire avec la blessure de Dejounte Murray. Surtout qu'avec le pick swap en plus de ça, ils récupèrent également un petit upside sur l'avenir. Et à mes yeux, pour les Spurs, Murphy c'est le fit parfait. Du spacing, du scoring aux 3 niveaux, une défense solide et une vraie complémentarité avec Fox, Castle, Sohan et Wemby. Il ne va pas plomber les systèmes, il sait jouer sans ballon et peut faire des séries offensives explosives quand il prend feu. Dans une équipe qui veut courir et défendre dur, il peut devenir une pièce maîtresse. Maintenant, ces 3 transferts sont sûrement de gros fantasmes, tant à mes yeux ils correspondent parfaitement au projet. Cependant, ils montrent de bons exemples de ce que peuvent construire les Spurs avec leurs assets, même s'il y a de grandes chances qu'ils parcourent d'autres chemins. Quoi qu'il en soit, selon moi, ça me semble bien plus intéressant d'explorer ce genre de piste plutôt que se dépouiller pour faire venir un KD ou un Giannis. En tout cas, maintenant on a une bonne base, c'est sûr, il ne reste plus qu'à la compléter en voyant qui on re-signe ou pas parmi nos free agents. Bon déjà pour Chris Paul, on ne va pas tourner autour du pot, ça semble fini. Alors oui, à un moment je me disais que ce serait pas mal de le garder pour le minimum vétéran, histoire qu'il encadre les jeunes une saison de plus. C'est vrai qu'il a fait le taf cette année, il a été là tous les soirs, sérieux, exemplaire, mais aujourd'hui il semble avoir d'autres priorités. Dans ses dernières prises de parole, le meneur a d'ailleurs été très honnête à ce propos. Il veut se concentrer davantage sur son rôle de papa. Ça fait 6 saisons qu'il vit sans sa famille resté à Los Angeles, et aujourd'hui ses enfants grandissent. Il l'a dit lui-même, c'est un temps que tu ne récupères pas. Il aime encore le jeu, il transpire le basket, mais sa tête n'est plus vraiment à San Antonio. Un retour chez les Clippers, une arrivée chez les Lakers, pourquoi pas, mais aujourd'hui les Spurs ne semblent plus faire partie de l'équation.
Et les autres free agents alors, Mamukelashvili, McLaughlin, Biyombo, franchement, aucun d'eux n'est une priorité. Ce sont des mecs que tu peux rappeler en bout de rotation si vraiment t'as des trous à combler, mais ça ne doit pas peser dans les réflexions d'ensemble. Le seul que je retiendrai, c'est Charles Bassey. Pas parce qu'il va tout changer, mais parce que c'est un soldat. Il peut poser des écrans solides, prendre des rebonds, mettre des tampons dans la raquette. Et surtout, tu peux le prolonger pour 3 francs 6 sous. Rien d'ambitieux donc avec son retour, mais juste un peu de muscle pour compléter la raquette et le roster. Là, ça commence à avoir de la gueule, mais pour finir l'été en beauté, les Spurs ont encore 2 gros dossiers à gérer, les extensions de De'Aaron Fox et de Jeremy Sohan. Parce que ces deux-là, s'ils ne prolongent pas maintenant, ça veut dire qu'ils seront potentiellement free agents en 2026. Et ça, ce genre d'incertitude, c'est le genre de situation que si tu peux, tu préfères éviter quand tu veux construire autour de Victor Wembanyama. Pour Fox, tout semble déjà bien engagé. Le gars voulait venir à San Antonio, il l'a dit, redit, assumé. Il a même provoqué son transfert. Et maintenant qu'il est là, il peut signer une prolongation de 4 ans pour 229 millions dès le 3 août. On parle d'un joueur all-star, un moteur offensif, un parfait complément pour Wemby. Mais est-ce que ça vaut le max? C'est là que le débat se lance. Déjà de son côté, je ne pense pas qu'il fasse de cadeaux aux Spurs, et je peux comprendre, je ne le blâme pas. Mais dans une NBA ultra contrainte par le second tape run, on l'a vu à maintes reprises, c'est une erreur de filer le maximum au premier venu. Voilà pourquoi, malgré les risques que ça implique, s'il devait être trop gourmand, j'attendrai sûrement encore un peu avant de prolonger Fox. À lui, finalement, de montrer cette saison qu'il mérite ses dollars. De son côté, Sohan aussi est éligible à une extension, une rookie scale. Sa saison n'était pas parfaite, mais son potentiel est encourageant. Plus de 11 points et 6 rebonds par match, des pourcentages en hausse, de la défense, une vraie connexion avec Wemby, mais aussi un souci majeur, le tir extérieur. Son manque d'adresse de loin pénalise le spacing, et dans un système où t'as déjà Wemby, Fox, Castle et peut-être Harper, ça peut devenir un vrai frein. Alors combien tu le payes? Autant que Vassell, qui avait pris à l'époque 27 millions l'année, franchement je trouve ça beaucoup. J'essaierai de lui faire une offre plus proche des 20 millions, 23-24 grand max. Là encore, tout dépend du message que les Spurs veulent envoyer. S'il prolonge Sohan cet été, c'est qu'il croit encore à son évolution dans ce projet, s'il temporise, c'est qu'il se laisse une porte de sortie. Et s'il lui demande trop, ouais, j'aurais tendance à temporiser là encore. Plus qu'une question de chiffres, je vois plutôt une question de trajectoire, et l'ailier a encore des choses à prouver. Mais allez, si on fait un premier point maintenant, voilà à quoi ressemble l'équipe qu'on a construite dans cette vidéo. Encore une fois, ce n'est pas une prédiction, c'est juste une illustration de ce que les Spurs peuvent faire, j'insiste bien là-dessus. C'est une manière de montrer ce qui pourrait être fait sans avoir à tout exploser. Pas de blockbuster, pas de all-in désespéré ou de panic move, mais une vraie montée en gamme à mes yeux. Dans le 5 majeur, on aurait Fox à la main, Castle à ses côtés, Murphy sur l'aile, Sohan en 4 et évidemment Wembanyama en pivot. Derrière eux, un banc qui fait saliver. Dylan Harper, rookie ultra prometteur, Malachi Branham, Cam Johnson, Naz Reid et Maxime Reynaud, avec en bout de rotation des mecs comme Bassey, Wesley ou Champagny pour compléter le roster. Et franchement, ce groupe, je le kiffe. Pourquoi? Parce qu'on a corrigé la plupart des déséquilibres, j'ai l'impression. Ok, on a sacrifié Devin Vassell et Keldon Johnson, mais en échange, on a chopé un truc cohérent. On a ramené de vrais ailiers, on a réduit l'embouteillage sur le backcourt et surtout on a ramené de vrais profils complémentaires à Wemby. Avec ça, je vous le dis, Mitch Johnson pourrait s'amuser dans la formation de ses line-up tant il a de solutions. Dans ce que j'ai fait, Cam Johnson et Naz Reid sortent du banc mais ils auront des minutes de starter. Reid peut alterner sur les postes 4 et 5, Johnson peut jouer 3 ou 4. Harper peut très vite gratter du terrain sur le backcourt et Castle, avec sa faculté à défendre sur toutes les positions, peut même être utilisé au poste 3. C'est un vrai terrain de jeu pour le tacticien. Les options de rotation sont immenses et chaque joueur peut avoir un rôle vraiment clair, c'est intéressant. Mais ce que j'aime encore plus, c'est la philosophie. On n'a pas trahi l'ADN de San Antonio, on ne s'est pas jeté sur le premier nom clinquant. On a décidé de faire confiance à Wemby, de lui construire un environnement solide, jeune, cohérent, un groupe qui peut progresser ensemble et viser les playoffs dès cette saison. Et dans 2-3 ans, on parle peut-être d'un contender si tout se passe bien et tout continue à évoluer de la bonne façon. Mais ça, c'est seulement ma vision, avec peut-être certains avantages, mais aussi sa subjectivité et ses limites. Alors maintenant, à vous de jouer, qu'est-ce que vous pensez de cette version des Spurs? Je vous la remets là. Est-ce que vous validez l'intersaison qu'on a imaginée? Est-ce que vous auriez fait différemment? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux connaître vos constructions, vos critiques et vos coups de cœur. Parce que ouais, dans cette équipe en chantier, il y a tellement de possibilités que chacun peut imaginer pouvoir y poser sa brique. Donc voilà, je compte sur vous, rendez-vous dans la section commentaires.